17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Florence Lamoureux et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, plusieurs enfants ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire qui est survenu ce matin à Sainte-Marguerite-Marie, dans la vallée de Matapédia, au Bassin-Laurent. On craint pas pour leur vie, mais 3 enfants blessés le plus gravement ont été transportés à Sainte-Justine un peu plus tôt aujourd'hui. Feu de forêt au Québec, la situation s'améliore, mais reste préoccupante dans quelques régions, dont le Bel-sur-Quévillon et Nord-Métal. L'ex-président Donald Trump est attendu en Floride demain au tribunal de Miami concernant les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago quand il avait quitté la Maison-Blanche. Il a pris son avion plus tôt cet avant-midi. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. On fait le point là, sur les feux de forêt au Québec. La situation s'améliore, mais demeure tout de même là, préoccupante. On croise les doigts pour que la pluie soit abondante dans les prochaines 48 heures pour donner là, un coup de pouce aux pompiers. Ce matin, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, était à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue, où il se trouvait là, avec plusieurs évacués de la ville de Nord-Métal. Et il a mentionné que présentement, il y avait 130 feux sur le territoire québécois, mais que la SOPFEU était là, en train d'en combattre 34. Par contre, ça a pu baisser en fin de semaine. Là. Le chiffre, c'est comme il baissait, puis il est resté aux alentours de 130. Par contre, on semble avoir repris un peu le contrôle des feux qui sont les plus près des zones habitées. Chibougamau, ça, c'est du monde heureux, là, quand même. La plus grande proportion des évacués, c'était à Chibougamau. Et là, maintenant, eux, ils ont le feu vert pour rentrer. D'ailleurs, ce matin, on voyait les images de ça arriver à la queue leu-leu, comme on les avait vus sortir mardi soir passé. Ça revenait en ville. Il avait quand même quitté rapidement. Là, il s'était fait avertir à quelques heures de préavis. On quitte la ville ce soir. Ils avaient tous quitté mardi soir. Donc là, on peut revenir. Quoique, c'est l'ordre de retour qui est voté par la mairie, qui est décidé par la mairesse. Mais le feu est encore à 20 km. La mairesse, ce matin, me disait en entrevue, le feu est encore à 20 km de la ville. Bon, il annonce de la pluie, il y a des tranchées qui ont été faites, les vents sont du bon bord. Donc, on a un ensemble de conditions qui permet de ramener les gens en ville de façon sécuritaire. Mais c'est pas comme s'il y avait plus rien. Gagné, là. Non, c'est pas comme s'il y avait plus rien. Là. C'était 20 km, là, c'est loin puis c'est pas loin à la fois. Là. Mais le ministre, ce matin, a mentionné que selon lui, là, on avait gagné le combat puis que c'était vraiment là, derrière nous. On peut écouter un extrait là, du point de presse de ce matin. À date, on a gagné le combat. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple pour les gens, mais on a gagné le combat. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de décès, puis il n'y a aucune résidence principale au Québec qui a brûlé. Donc, le combat n'est pas terminé. Je l'ai déjà dit, ça va être un combat qui risque de durer tout l'été. Oui, mais effectivement, il fait bien de rappeler ce bilan dont personne ne parlait. Là. C'est lui, François Bonnardel, je pense que c'est jeudi ou vendredi passé qu'il l'a dit la première fois. Malgré tout, ça fait des semaines, on est rendu plus de 2 semaines dans les feux. Pas de morts, pas de blessés. Pas de blessés parmi les pompiers forestiers, les gens sur le terrain. Pas de résidence non plus. Pas de plus. résidence. Il y a des chalets, chalets de pêche, des camps de chasse, des résidences secondaires qui ont brûlé, là, qui étaient profondément en forêt. Mais dans les vraies zones habitées là, d'entreprises ou de résidences principales, de domicile, il n'y a rien qui a brûlé jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, c'est quand même des bonnes nouvelles, mais c'est certain. Je pense qu'on va devoir tout de même rester sur notre pied d'alerte pour cet été. Oui, et là, on espère le Bel-sur-Quévillon, Nord-Métal. On commence à parler de retour à la maison, peut-être à la fin de cette semaine. Donc, c'est pas à exclure que si tout va bien, s'il y a la pluie prévue, c'est pas à exclure que vendredi, à la fin de la présente semaine, il n'y ait plus d'évacués, que tout le monde soit retourné à la maison. Il y a aussi, là, en terminant, 2 feux qui suscitent encore l'inquiétude en Haute-Mauricie. Donc, ces feux-là sont situés là, dans les secteurs du réservoir Gouin, donc à proximité des communautés de Pichiwan et Wemutachi. La SOPFEU a confirmé là, que d'autres pompiers allaient arriver aujourd'hui. Puis, en plus de ces pompiers-là, qu'il allait avoir des pompiers européens demain, environ là, une centaine. Puis, je pense que j'ai vu François Legault qui parlait des pompiers des États-Unis, là, des Exactement. équipes. Je pense que c'est demain ou après-demain. Mercredi. Ouais, c'est ça, ça arrive aussi. Oui, les renforts arrivent. Renforts mais par contre, plus la pluie, on devrait... Oui, rapport peut se lever. Par contre, une partie, ce que je comprends, c'est qu'une partie des renforts arrive à un moment où il faut donner des congés aux gens. Donc oui, ça ajoute, mais dans certains cas, ils remplacent. C'est-à-dire qu'il faut donner des congés aux gens de la SOPFEU qui n'en ont pas eu trop de ces derniers temps.
Triste nouvelle, Mario, qu'on a appris ce matin. En fait, vers 8 heures, il y a plusieurs enfants qui ont été blessés dans un grave accident d'autobus scolaire dans la vallée de Matapédia au Bas-Saint-Laurent, donc plus précisément à Sainte-Marguerite-Marie. Le chauffeur d'autobus aurait eu un malaise, puis l'autobus a continué sa route dans un fossé, puis on craint pas pour leur vie. Ce qui est une bonne nouvelle, mais il y a quand même 3 enfants là, qui ont été transportés à Sainte-Justine. Transférés d'urgence à Sainte-Justine, mais ça me disait quand même que c'est sérieux, là, parce que, bon, il y a un hôpital à Amqui qui est à proximité. Sainte-Marguerite-Marie, c'est un petit village de 200 habitants près de Cozaspscal, donc vraiment. Mais il y a un hôpital à Amqui, il y a un hôpital à Rimouski, qui est le centre régional. Si on transfère à Sainte-Justine, c'est que... Quand même des blessures Oui, il y a quand même des choses sérieuses, mais on craint pas pour la vie. Tant mieux, mais de toute façon, dès qu'on entend accident d'autobus scolaire, on vient comme que c'est inquiétant. Par contre, là, on a un peu les témoignages des premières personnes arrivées sur place. Là, c'était vraiment le chaos. Là. Les gens qui sont arrivés et qui ont vu l'autobus complètement partir entendaient les cris des enfants. Ils sont arrivés, ils ont vu le chauffeur d'autobus complètement étendu sur le sol. Ça pleurait, ça criait. Puis, tu sais, comme tu as dit, c'est un petit village, tout le monde se connaît. Donc, des gens leur reconnaissaient les enfants de leurs voisins, se sont mis à appeler les parents. Les parents qui étaient même pas au courant sont arrivés là, sur la scène. Même les services d'urgence, dans une MRC comme ça, tu dois avoir à peu près deux patrouilles de police, 2 ou 3, pas plus que ça, dans 2 jours. Même si c'est la fin de la nuit, ça peut être même une pendant la nuit. Et là, c'est toujours un hasard. Là. Ils peuvent être proches, mais s'ils sont à l'autre bout de la MRC, les policiers, ils arriveront pas en 2 minutes. Là. Tu sais, moi, j'ai été député dans un comté rural. La nuit, des fois, les gens disaient avoir la police, c'est 40, c'est pas à Montréal, ça peut être 35, 40, 45 minutes. Si par hasard, les policiers patrouillaient, au moment où ça arrive, patrouillaient loin, tu sais, c'est bon, que c'est pas une situation facile qui a été vécue là-bas ce matin. On souhaite la meilleure des chances aux parents de ces enfants-là. Oui, on devrait avoir des nouvelles là, de leur état dans les prochaines heures. Puis il y a aussi là, l'adulte qui a été transféré à l'hôpital l'Enfant Jésus à Québec. Donc, les 8 autres enfants, au moins, ont eu leur congé, mais on devrait avoir des nouvelles là, dans les prochaines heures. Autre nouvelle dans le monde politique québécois, la députée solidaire Christine Labrie, qui est présentement députée de Sherbrooke, annonce qu'elle se lance sans grande surprise dans la course pour le poste de co-porte-parole de Québec solidaire dans le but là, de succéder Manon Massé. Je tiens à rappeler, là, présentement dans la course, il y a 3 femmes, Christine Labrie, Ruba Gazal et Émilise Lessard-Terrien, qui espèrent... là. Ouais. Et c'est la deuxième, en fait, on dit Québec solidaire très présent à Montréal, mais là, c'est la deuxième de région. Tu as la députée Émilise Lessard-Terrien, la députée battue à la dernière élection de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui a quand même fait un mandat comme députée, qui a cette expérience-là. Elle est à Sherbrooke, Christine Labrie, et Ruba Gazal à Montréal. Donc, on va avoir quand même une représentation régionale à Québec solidaire. Mais c'était ce matin son annonce... je sais pas, ça restait général. Oui. T'as pas tout compris ces grandes lignes. Il n'y a pas vraiment de grandes lignes. C'est la gauche traditionnelle, dans le sens qu'on veut être inclusif, on veut laisser personne de côté. Ouais, la voix du rassemblement politique. Tout le monde, faut pas laisser personne de côté, il faut que tout le monde soit là. Mais par rapport à ces 2 adversaires, c'était beaucoup plus, c'était plus général. Par contre, la force pour elle, c'est qu'elle a 2 députés qui l'appuient, et c'est la première. Là. Les autres candidats... C'est ça, mais il y en a beaucoup qui ont été surpris par ça, là, de voir le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivard, puis le député de Tachereau, Étienne Grandmont, être là. Présent à la conférence. Ça a donné un élan à sa candidature. Reste à voir, est-ce qu'elle va... Peut-être que là, des candidats à la direction, il y en a qui vont... céder au boycott de Cube Radio. Là, l'erreur... Parce que là, Québec on a essayé d'ailleurs, mais on a eu un mais là, à refus. Québec solidaire, c'est parce que tout le monde se regarde et ils se disent qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que l'autre, ils pensaient qu'ils lançaient un mouvement, que les autres partis allaient les appuyer, le PQ, le Parti libéral, tout le monde allait les appuyer. Puis là, ils sont tout seuls dans leur coin, incapables de s'expliquer, à boycotter un média d'information. Alors, je me dis, peut-être une campagne à la direction, il y en a un qui va finir par entendre raison et sortir de son coin. Là. Mais est-ce que, selon toi, ça la démarque, Christine, d'avoir eu les 2 acolytes? Mais ça compense. Elle s'est pas démarquée sur le contenu. Mais elle s'est démarquée sur... Quoique sur le contenu, elle n'a pas dit... Tu sais, c'est la gauche. Dans le discours à gauche traditionnel, il y a toujours ça. Là, l'idée, on ne laissera personne de côté, l'inclusion. Mais c'est
ça a compensé le fait d'aller chercher des appuis, ça a redonné un élan à sa campagne et donc ça lui a donné une crédibilité. Le reste à voir, est-ce que ça va mettre une pression sur les autres, parce qu'il y a quand même 10 débats. Enlevons que Gabriel Nadeau-Dubois s'en mêlera jamais, là, mais il reste comme 9 députés non alignés. Alors, est-ce qu'eux vont s'aligner avec Ruba Gazal, avec Émilise Lessard-Terrien? Est-ce que certains vont annoncer une neutralité? Bon, peut-être, mais ça va être à surveiller là, dans les semaines à venir. Puis tantôt, Yasmine Abdel-Fadel a parlé avec Françoise David, qui, on se rappelle, est ancienne là, co-chef de Québec solidaire. Puis elle dit qu'elle est un peu mal à l'aise de voir l'appui de certains députés dans la course au leadership, mais elle a dit que, selon elle, ça allait pas faire là, une grande différence au vote final. Oui, il va y avoir des débats et quoi que dise telle ou telle personne de la direction, les membres aiment bien se garder... je sais pas comment appeler ça, une forme d'indépendance d'esprit peut-être, mais moi je trouve ça très sain et donc je pense pas que c'est parce que là tel ou tel candidat a tel ou tel appui de député que ça va changer grand-chose à la fin. Bon, donc visiblement, Mme David n'est pas du côté de Christine Labrie. Mais je me suis posé la question, est-ce que des députés hommes, parce que généralement, donner son appui, tu sais, c'est... Bon, mais là, est-ce que des députés hommes peuvent donner leur appui pour la porte-parole féminine? Mais je suppose que oui, parce qu'ils ont le droit de vote. Là, donc, c'est le critère généralement. Si tu as le droit de vote pour une course, tu as le droit d'appuyer quelqu'un. Mais voilà, donc ça a été un événement ce matin. Elle a fait ça chez elle à Sherbrooke. Nouvelle judiciaire, je vous ramène là, en 2019 où un jeune Lavallois avait commis un assassinat dans la pizzeria Sophia du quartier 1030 qui était là complètement bondé au moment du meurtre. L'homme nommé Joshua Saroino a été acquitté aujourd'hui. Puis pour vous remettre dans le bain un peu, c'était vraiment une scène d'horreur dans ce restaurant-là où, au moment du meurtre. Ben, t'es en plein souper, à l'heure du souper, à table. L'homme est entré dans le restaurant avec un revolver caché dans un petit sac de plastique puis a commis le meurtre en restant là, un total de 8 secondes dans la pizzeria. Donc, ça s'est fait là, assez vite. Puis, selon la théorie de la poursuite, l'assassin s'était ensuite là, débarrassé de son arme pour ensuite embarquer dans une voiture qui a été retrouvée brûlée peu de temps après. Et puis, l'arme avait été retrouvée aussi dans un pot à fleurs. Là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le visage de l'assassin n'avait jamais été vu par les caméras de surveillance du 10-30. Puis, les enquêteurs avaient aussi retrouvé là, les traces d'empreintes digitales et de l'ADN sur des pièces à conviction. Et selon les experts, ça permettait de les relier à Joshua Saroino, qui menait à son arrestation. Mais aujourd'hui, la Cour a trouvé que cette preuve-là était beaucoup trop circonstancielle puis n'a pas été suffisante là, pour mener à reconnaître sa culpabilité dans le meurtre. Donc, un doute raisonnable qui l'a conduit à un acquittement. Exactement. Immersion, un dossier en fait qui est sorti dans la presse aujourd'hui, une immersion de Fadi Daguerre qui fait pas mal réagir. Il y en a beaucoup qui remettent un peu sa façon de faire, sa méthode pour un peu là, attirer les gens au SPVM. Il a fait un Pierre Bourque. Ouais. L'ancien maire, t'es trop jeune, l'ancien maire de Montréal qui a fait 2 mandats, puis quand il a fini son premier mandat, on le pensait battu, il était à des niveaux d'impopularité records. Et il a relancé sa deuxième campagne en allant dormir dans une famille immigrante, là, une famille d'immigration récente, dans Côte-des-Neiges. Et il avait fait rentrer les caméras à 11h le soir. Il était en pyjama avec le divan-lit défaite, puis tout ça. Et là, le monde, les journalistes avaient ri de ça, puis tout ça. Il était allé coucher à une famille. On l'avait vu photographier en pyjama. Puis la semaine d'après, ses sondages avaient commencé à remonter. Et il a été réélu. Donc, Fadi Daguerre fait un peu de ça, là, vraiment être allé chez des gens, dormir chez des gens, sur le terrain, comprendre ce que vivent les familles de Montréal. Mais ce que Fadi Daguerre a fait, c'est vraiment, là, ça ressemble exactement à ça. Il a décidé de se plonger lui-même dans l'expérience, dans vraiment une immersion qu'il a proposée à ses policiers à Longueuil. Maintenant, il est à Montréal, donc il a décidé d'imposer aux recrues du SPVM une immersion terrain. Donc, pendant 5 jours, jour et nuit, il s'est immergé dans les populations vulnérables. Puis le but de son opération, c'est de changer le visage de la police, de donner envie aux jeunes de venir travailler au SPVM, puis qu'aussi que les policiers qui sont engagés habitent l'île. Parce qu'il disait là, que la plupart des gens à qui il parlait, quand il allait travailler, ils disaient « Bon, c'est l'heure d'aller dans le Bronx ce matin », donc ils habitent même pas eux-mêmes. Je veux pas être plate, mais... Parce que ça coûte cher habiter sur l'île de Montréal. De plus en plus, les fonctionnaires, les pompiers, les policiers, les gens avec des métiers,
bien payés, correctement payés, mais je veux dire, s'ils veulent avoir une maison, une famille, c'est Montréal, ça devient cher, à moins d'habiter vraiment dans les quartiers, la Pointe-aux-Trembles. Mais tu sais, les quartiers un peu plus au centre, donc t'as pas tant de maisons que ça. C'est un défi de tout temps à Montréal, mais d'avoir des pompiers, je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais à une époque, c'était très faible le pourcentage des employés là, de la ville, là. Pompiers, policiers... qui habitaient sur l'île de Montréal. Mais c'est aussi le salaire qui diffère vraiment beaucoup de la SQ quand tu compares là, les salaires des deux. Puis moi, j'ai beaucoup d'amis en ce moment qui sont en train veulent devenir futurs policiers ou sont là à Nicolette. Puis ils me disaient qu'il y en a certains qui se sont fait là, prendre leur tour par des gens qui avaient eu des promesses du SPVM parce qu'il manque tellement de gens que ceux qui ont eu leurs promesses d'embauche à la SQ, bien, ils vont devoir attendre plus tard parce qu'on manque tellement de policiers. Parce que le SPVM passe devant. Exactement. Donc habituellement, là, c'est un ordre préétabli vraiment longtemps à l'avance. Puis il y en a certains, là, vraiment tout récemment, la semaine dernière, qui se sont fait dire bien, finalement, tu vas entrer à Nicolette là, dans plusieurs semaines parce que telle personne a dit que finalement, elle allait aller au SPVM puis passe avant toi. Donc, ça montre là, à quel point on manque de gens. Là. Puis Fadi Daguerre le dit justement que son plus grand défi, c'est le recrutement. Oui, mais là, c'est comme si c'est pas tous les policiers. On dirait qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise, qui trouvent qu'il en fait trop, qui fait comme un peu du spectacle avec ça. Oui, il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui, pourquoi vous l'imposez pas à vos policiers sur le terrain? T'sais, ce serait intéressant qu'ils le vivent. Mais lui répondait, je peux même pas me le permettre d'envoyer quelques policiers faire mon immersion parce que je manque tellement de monde. Oui, c'est ça. Il n'y aurait même pas la disponibilité. Moi, ça me fatigue pas tant que ça. Non? Mais je comprends la réaction. On s'entend qu'il y a un volet. Il y a un volet réel, l'immersion, mais il y a un volet spectacle là-dedans. Je veux dire, à la limite, je pourrais pousser ça, il aurait pu le faire puis qu'on le sache jamais. Il veut que les Montréalais sachent, mais c'est un style. Puis ça a marché à Longueuil, puis il faut donner la chance au courant. On va voir ce que ça donne à Montréal. Mais c'est une autre affaire. Montréal, c'est une autre bébite. Puis avec, à l'heure actuelle, les taux de criminalité qui sont tous à la hausse, on lui souhaite la meilleure des chances, mais il y a de l'ouvrage. Il y a du pain sur la planche. Le 1er juillet approche, puis on parle abondamment là, de la difficulté à se trouver un logement. Puis il y a aussi certains locataires là, bien établis dans leur appartement depuis plusieurs années qui ont eu une mauvaise surprise récemment lorsqu'il est venu le temps de renouveler leur bail. Il y a une femme de la résidence Jardin Botanique sur le boulevard Pineuf à Montréal qui a vu son bail grimper, mais pas de quelques dollars. Il est passé en fait de 1 509 $ par mois à 2 335 $. Donc une hausse là, de 826 $ par mois, donc près là, de 55 % de son loyer. Donc, cette personne-là témoignait puis disait, moi, je peux plus habiter là. Puis je suis pas la seule dans ma situation. Il y a aussi de mes voisins qui m'ont dit là, que leur loyer allait tellement monter, donc qu'ils allaient devoir complètement déménager. Ouais. Est-ce que c'est, dans ce cas-là, est-ce que c'est une hausse qui était liée à des... Parce que techniquement, t'as pas le... C'est une résidence pour aînés. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des règles particulières? Parce que la Régie du logement ne permet pas, normalement, d'augmenter à ce niveau-là. C'est un peu gênant pour le propriétaire aussi, mais bon, l'augmentation, on dit que c'est pour des services supplémentaires, mais à mon avis, il y a une démonstration qui serait à faire à la Régie du logement. Là. Je ne sais pas si c'est permis, là. Ah, donc, on dit que c'est l'augmentation des services, là, justement. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ils disent que c'est l'augmentation des services, mais... Ça, c'est un énorme montant. Là. Parce que la question, est-ce que la personne a le choix ou pas de prendre ces services-là? Là? C'est ça qui... Mais bon, les gens, souvent, le problème, c'est qu'il y a tellement de délais. Les gens veulent même pas se rendre... Les gens veulent même plus se défendre au tribunal administratif du logement. Mais je pense que le 1er juillet cette année va être difficile niveau de se trouver un logement, mais aussi des gens là, qui doivent quitter leur bail à cause des surprises. On manque de logements, là. Justement, mes voisins là, d'appartements récemment, ils se sont fait surprendre par des rénovictions, ont dû quitter. Là, donc, je pense qu'on n'a vraiment pas terminé d'en parler des logements, surtout là, avec l'approche là, du 1er juillet.
Grosse nouvelle économique aujourd'hui. Le premier ministre François Legault et les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne étaient réunis à Jonquière ce matin pour annoncer que l'aluminerie Rio Tinto va construire un total de 96 nouvelles cuves de la technologie AP60 à l'usine à Saguenay à Jonquière. Puis cette nouvelle technologie-là veut être meilleure pour l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre de 50 % par rapport aux anciennes cuves de l'usine d'Arvida. Donc, il faut dire, Mario, que c'est vraiment un investissement qui était très attendu pour la région. L'annonce de la fermeture des cuves précuites Arvida qui était prévue pour 2025. Oui, mais c'est parce que c'est aussi une vieille technologie là, qu'on vient remplacer. Là. Puis là, on dit là, que ça va vraiment réduire de 50 % les gaz à effet de serre. Donc, est-ce que, selon toi, c'est une belle nouvelle annonce. pour le Québec? En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement donne 150 millions. Mais on avait vu dans le cas des batteries électriques, les gouvernements, le fédéral, débourser une proportion vraiment élevée. Là, l'entreprise met 1,4 milliard. Fait que tu dis, OK, c'est un énorme investissement privé. Le gouvernement vient aider, mais le gouvernement vient supporter comme le deuxième joueur. Là. C'est pas le gouvernement qui paye d'abord, puis l'entreprise ensuite. Il faut dire que Rio Tinto, c'est vraiment gigantesque. Mais bon, toujours se souvenir que c'est tout l'aspect... la demande, dans une annonce, tout le monde est heureux ce matin, on sauve les emplois, on maintient les emplois, on fait de l'aluminium. François Legault était très heureux. Oui, on fait de l'aluminium vert, puis on va être les premiers au monde dans l'aluminium vert, puis à un moment donné, notre aluminium va valoir plus. Tout est positif, sauf une chose, c'est que ça prend plus d'électricité, là. Je veux dire, on utilise l'hydroélectricité, puis c'est là que... François Legault l'a déjà dit, là, on risque d'avoir besoin de nouveaux barrages. Mais il y a une partie du Québec, présentement, qui veut l'électrification des transports, l'électrification de l'industrie, l'électrification de tout, mais pas de nouveaux barrages, pas de nouvelle production d'électricité, ou sinon des petites quantités, de l'éolien, et tout ça. Fait que c'est là qu'à un moment donné, je suis plus. Là. Si tu veux tout électrifier, ben ça va prendre de l'électricité tout à l'heure. Là. Le Monde. Nouvelle qui fait jaser à l'international, puis on va assurément, Mario, en reparler demain. C'est Donald Trump qui est attendu en Floride demain. On va ne parler que de ça demain. Non, mais presque. Il est attendu au tribunal de Miami concernant les documents top secrets qu'il avait conservés à Mar-a-Lago quand il avait quitté la Maison-Blanche. Puis on a vu les images ce matin. Les quantités de boîtes de documents. Ouais. En fait, juste les images, à mon avis, sont encore plus fortes que même les accusations de voir. Parce que... Il y avait des documents partout, là. Ah, mais les images viennent éliminer l'hypothèse que, tu sais, mettons que par distraction, il y a quelques documents chez vous là, qui t'appartiennent pas, mais tu sais, quelques enveloppes. Non, hey, ta salle de bain est pleine. Il y a des caisses de documents dans la douche, mais des piles de caisses qui vont du plancher au plafond. Donc, tu dis, OK, Trump est parti avec des documents consciemment de la Maison-Blanche. Des secrets nucléaires, secrets de la défense. Secrets sur l'armée des alliés des États-Unis, donc probablement des secrets sur l'armée du Canada qui sont quelque part dans toutes ces caisses. Alors, excusez-moi, c'est un vrai scandale. Là. C'est un vrai scandale. Mais... Bon, demain, il va témoigner à la cour. Puis j'ai compris que demain soir, il va refaire un discours politique. Demain après-midi, vers 3h, il va être à la cour. Puis exactement. Demain au New soir, Jersey, 20h15, il devrait faire un discours. Un discours politique où il va encore la refaire, se présenter en victime, puis dire que c'est politique, puis qu'on veut l'empêcher de se présenter. Puis... Et est-ce que, c'est toujours la même question, est-ce que ses partisans vont vraiment encore croire à nouveau à son histoire? C'est exactement ce que j'allais te demander, Mario. Moi, je trouve ça étonnant là-dedans de voir qu'il y a encore autant de gens qui sont là à le supporter, puis à croire que c'est une victime de la machination dans cette histoire-là. Une fois que tu as acheté cette histoire-là, je peux croire que tu Puis à un moment donné, que tu le crois quasiment comme si c'était un gourou, là, peu importe ce qu'il dit, peu importe ce qu'il fait. Mais il y a toujours un point. Là, comme aujourd'hui, là, John Bolton, qui était son ancien conseiller à sécurité, un proche, un supporter de Trump, qui dit non, là, il devrait se retirer de la course, c'est gênant pour lui, etc. Parce que c'est quand même... je veux dire, quand on dit une image vaut 1000 mots, et c'est peut-être ça qui va y faire le plus mal. Les images, quand les gens voient
Les gens peuvent pas se dire, OK, ben là, pauvre lui, on fait un procès, parce qu'il avait oublié une enveloppe dans le fond d'un classeur. Non. Non, c'est ça. Dans sa maison, dans sa salle de bal, des piles et des piles de caisses de documents. Alors, je sais pas comment quelqu'un de raisonnable peut regarder ça puis se dire, c'est pas grave, c'est accidentel. C'est vraiment se mettre la tête dans le sable. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est des gens, c'est un support... C'est un support qui a quasiment une dimension religieuse à ce point-ci, là, des gens qui le supportent à la vie, à la mort. Mais là, son avocate dit qu'il va plaider non coupable, donc bien hâte de voir ça demain. Ça va être à suivre, mais par contre, là, je pense que c'est un procès qui lui fait plus peur que le précédent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode